Nous allons ouvrir cette matinée en matière de conférence avec une personne qui, l'année dernière à Martigny, nous avait parlé des fake news et de l'intelligence artificielle, notamment dans le cas pratique de la dernière élection présidentielle aux États-Unis et de l'arrivée de Donald Trump à la tête de ce pays. Je crois qu'il vous avait passionné l'année dernière sur ces questions. Nous l'attendons donc avec impatience aujourd'hui sur un sujet qui n'est pas si éloigné, c'est les enjeux sociétaux et éthiques de la cyberguerre. C'est le professeur donc à l'université de Clermont-Auvergne, M. Klaus Gerd Giesen, que j'ai le plaisir d'appeler à la tribune. Monsieur le professeur. Mesdames et messieurs, bonjour. Je remercie le président du Forum économique rhodanien, M. Palis, de la confiance renouvelée, et bien sûr aussi l'ensemble du comité d'organisation. C'est toujours un grand plaisir de participer, de contribuer au Forum, d'autant plus que cette année, le Forum, d'une part, se tient à Divonne, alors que pendant de nombreuses années, j'ai habité moi-même juste à 3-4 km d'ici, du côté suisse, à Borray, et d'autre part, parce que cette année, ce Forum est consacré au thème de la digitalisation de l'économie de toute la société, dont l'impact sociétal porte sur l'ensemble de la société, un processus dans lequel vous êtes tous pleinement engagés dans votre entreprise, bien sûr, peut-être dans votre administration ou dans votre organisation. Alors, à l'origine, je fais signe à Eric Ballet qui fait suivre le PowerPoint, à l'origine, la digitalisation désigne la conversion des valeurs analogiques en format numérique. Les données ainsi obtenues peuvent être traitées et surtout échangées très facilement par des techniques de l'information. Cela a débuté il y a quelques années seulement, enfin ça va très vite, en transformant la lettre en mail, la photo en photo digitale, le disque et tout ce qui touche à la monnaie aujourd'hui, les crypto-monnaies. On parlera probablement à la table ronde numéro 1 qui est consacrée au blockchain, aussi des crypto-monnaies. Le télétravail, les contrats, ça touche tout le droit avec les blockchains, avec l'apparition des blockchains. La télémédecine, le transport, pour ne citer que quelques exemples. On stocke des données ainsi dématérialisées sur des supports. Bref, en analogie avec la biosphère, la sphère du vivant, on peut ici parler d'une nouvelle sphère créée par l'humain, à savoir l'infosphère. C'est une sphère d'échange de données par l'utilisation du spectre électromagnétique. Ça a transformé le monde de l'entreprise qui se réorganise à grande vitesse, votre entreprise très certainement, pour rester compétitive, avec à la clé une réduction drastique des coûts, mais aussi une augmentation foudroyante de la productivité. Et cela modifie aussi la société et l'État. Par exemple, dans la communication politique. Dans la communication politique, aujourd'hui, les réseaux sociaux ont remplacé le tract imprimé, ou dans la façon dont beaucoup de personnes cherchent un partenaire, sur les sites de rencontres, par exemple. Donc les mutations sociales sont très profondes, et le seront encore davantage demain, notamment dans le monde du travail. La fameuse destruction créatrice si chère à Schumpeter semble cette fois-ci peut-être détruire beaucoup plus d'emplois que de créer de nouveaux emplois. Notamment Apple, par exemple, la firme avec la plus grande capitalisation au monde, n'emploie que 100 000 personnes. Facebook, moins de 10 000 personnes, pardon. Il n'empêche que le changement technologique digital ne semble pas être à même d'être freiné, car il est tout simplement efficace et prometteur. Cependant, il existe là aussi, comme dans toute réalité technologique, des risques systémiques, voire des menaces, au-delà de l'individu, au-delà de l'entreprise individuelle, au-delà d'une seule administration. Le monde est devenu tellement dépendant de la communication digitale qu'on perd souvent de vue l'infrastructure qui se trouve derrière et qui fait objet de conflits, y compris de conflits militaires. Et c'est là que l'État entre en jeu, car il est le seul garant possible de la sécurité de l'infrastructure. Et je veux donc parler ici, non pas de la cybercriminalité, par exemple avec le dark web. Le dark web, c'est là où il y a les vrais méchants,
les trafiquants de drogue, les pédophiles qui échangent leurs fichiers immondes, ceux qui cherchent un assassin pour éliminer leurs concurrents et ainsi de suite. Je ne vais pas parler du dark web, où aussi beaucoup d'espions et d'autres se trouvent, ni de cyberespionnage entre États, entre entreprises et ainsi de suite. Je souhaite plutôt évoquer avec vous les vulnérabilités systémiques qui rendent indispensable une cyberdéfense étatique forte. La cyberguerre fait dorénavant pleinement partie de l'arsenal militaire pour protéger l'infrastructure, rendant possible la révolution digitale civile. Et son impact sociétal et éthique se révèle être considérable. J'en veux pour preuve l'Estonie, en 2007 déjà, a fait l'objet d'une attaque militaire cybernétique de grande ampleur. Pendant 3 semaines, l'ensemble de l'infrastructure numérisée de cet État très avancé en la matière, n'est-ce pas, a été mise à mal par des hackers russes. Et puis, donc c'était il y a 11 ans, et puis il y a 3 ans, l'Ukraine. Pareil, là encore, la Russie a gravement attaqué, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, parce que là c'était beaucoup plus grave, donc a attaqué l'Ukraine. Donc nous n'en sommes qu'au début de la révolution digitale, avec des nouvelles menaces. L'ordinateur est la nouvelle machine à vapeur, si vous voulez. Cela facilite grandement l'acquisition et la diffusion du savoir et de l'information grâce à l'essor inexorable du cyberespace. Aujourd'hui, plus de 2 milliards d'ordinateurs sont directement connectés à Internet et il y a plus de 3 milliards d'internautes sur la planète. De ce fait, tous les conflits politiques et militaires ont désormais aussi une dimension cybernétique dont l'ampleur et les effets sont encore difficiles à appréhender. Les conflits se déroulent dans le cyberespace et pourraient peut-être assez rapidement devenir plus importants que les événements dans le monde physique. Dans le cyberconflit, la distance géographique entre ennemis est pratiquement sans importance, car dans le cyberespace, chacun est le voisin de l'autre. La France et la Suisse sont voisines de la Corée du Nord, tout simplement. Avec les transmissions par fibre optique et par satellite, les signaux informatiques se déplacent presque à la vitesse de la lumière. Les armes les plus puissantes ne sont pas basées sur la force physique, mais sur la logique et sur l'innovation. La cyberguerre peut infliger des dégâts asymétriques, douloureux à un adversaire à distance ou en exploitant le moment de la surprise. Et puis surtout, la cyberguerre est comparativement très très bon marché. C'est une guerre low cost. Quelles sont donc ces vulnérabilités et les risques systémiques à protéger par la cyberdéfense étatique? D'abord, à l'échelle globale. Alors, il y a tout d'abord ce qu'on appelle les serveurs racines. C'est la hardware, ce n'est pas le software. C'est le registre des noms de domaine, n'est-ce pas? Lorsque vous tapez dans votre navigateur www, en réalité, vous tapez une succession de chiffres qui est ensuite transformée. Il y a un seul registre au monde. Il ne peut y avoir qu'un seul registre au monde qui comporte l'ensemble des domaines, des noms de domaine. Et c'est une firme de droit californien, ICANN, qui gère ce registre. Et ce registre est inscrit sur un seul support. Ce sont les 13 serveurs racines, qu'on appelle les serveurs racines, sans lesquels l'ensemble du web ne peut fonctionner. Donc on parle beaucoup du web qui a d'ailleurs été fondé à quelques kilomètres d'ici, au CERN, sous le pays de Gex en quelque sorte, et sous Genève. On parle beaucoup d'une structure totalement décentralisée. Ce n'est pas tout à fait vrai, puisqu'au départ, il y a 13 serveurs racines, dont 10 se trouvent aux États-Unis, et puis il y a Londres, Stockholm et Tokyo. Et c'est l'ensemble donc des noms de domaine qui sont enregistrés sur ces 13
serveurs Racine. Or, le 21 octobre 2002, il y a longtemps déjà, il y a eu une attaque simultanée sur les 13 serveurs Racine par une attaque qu'on appelle le DDoS, donc Denial of Services, c'est-à-dire on augmente artificiellement le trafic. Cela a provoqué à l'époque, en 2002, seulement un ralentissement, si vous voulez, du web, parce que la capacité de chaque serveur Racine est limitée à 1/3, justement pour faire en sorte qu'en cas de défaillance d'un autre serveur, sa propre capacité peut être augmentée très rapidement. Mais on a quand même pris, à l'époque, la mesure du risque. Et on a instauré un système qu'on appelle Anycast, c'est-à-dire des répliques. Des répliques... non, revenez en arrière, s'il vous plaît. Donc, le système Anycast a été instauré un peu partout dans le monde, mais qui ne sont que des répliques des serveurs Racine. Ils ne font que copier, si vous voulez, en temps réel, et ils sont mis à jour en temps réel. Le 6 février 2007, il y a une nouvelle attaque, cette fois-ci contre les serveurs F, G, L et M. Et puis finalement, il y a 3 ans, le 30 novembre 2015, une attaque de nouveau contre l'ensemble des 13 serveurs Racine, avec un impact limité, là de nouveau par une attaque DDoS. Il y a eu un ralentissement sur 3 serveurs. Alors, malgré le système Anycast de réplique, un ralentissement, voire une interruption des services des serveurs Racine ne peut pas être complètement exclu, par exemple, si l'attaque ne se fait pas par DDoS, mais par exemple par un virus spécialement dédié aux serveurs Racine, ou tout simplement en plaçant quelques bombes près de la machine. Alors bien sûr, ce sont des machines bien gardées, notamment près de Washington. Vous avez toute une série de serveurs Racine. L'armée américaine, j'en suis sûr, les protège convenablement. Mais encore une fois, le risque zéro n'existe pas. En cas de défaillance, le web continuerait à exister, bien entendu. Mais l'impact sociétal, l'impact sur nos sociétés sera énorme tout simplement parce qu'un simple ralentissement considérable du web pendant plusieurs jours, par exemple, aurait des conséquences économiques extrêmement graves et perturberait notre communication par Skype, par téléphone, etc. etc. Donc des conséquences pour la bourse et ainsi de suite. Ça, c'est donc une première vulnérabilité systémique à l'échelle globale. Ensuite, les câbles sous-marins. De nouveau, le hardware, il y a environ 300 câbles sous-marins par lesquels passe l'ensemble du trafic Internet. Alors là, c'est pareil, une destruction physique semble possible, avec un ralentissement considérable du web. Alors, dans un certain nombre de cas, ces câbles sont hautement concentrés. Le suivant, s'il vous plaît. Ah, là, c'est le système Anycast, voilà, que j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure. Ensuite, ça, c'est alors juste une petite parenthèse, c'était le système des câbles télégraphiques, il y a un siècle en arrière. En fait, on suit exactement la même géographie. Voilà, nous avons la dépendance de certains États à l'égard d'un seul câble sous-marin, un seul. Regardez Guinée-Bissau, la Guinée, Sierra Leone, le Libéria. Il y a un seul câble sous-marin qui mène vers ces États-là. Donc ces États, en cas de destruction de ce câble, se trouvent coupés en bonne partie du reste de l'Internet. Donc pour ces États-là, ce n'est pas le cas de la France, ce n'est pas le cas de la Suisse, bien entendu, mais pour ces États-là, il y a une très grande dépendance systémique à l'égard d'un seul câble sous-marin. Et puis il y a des concentrations très fortes. Là, vous avez Marseille, je sais qu'il y a plusieurs Marseillais dans la salle. Moi-même, je réside à Marseille, donc j'en fais partie. Alors, une très grande concentration, parce que de Marseille partent 9 câbles sous-marins. Tous de la plage du Prado. Si vous connaissez Marseille, c'est une cible très facile. Très, très facile, si vous voulez. Et puis, il y a bien sûr cette situation privilégiée aussi, pour la France, en l'occurrence, c'est que celui qui détient les câbles peut facilement regarder ce qui se passe là-dedans. Tout ce qui n'est pas crypté peut être intercepté. Les États-Unis et la Grande-Bretagne contrôlent 25% de l'ensemble des câbles sous-marins.
La France a une très bonne participation également à ce jeu de la surveillance, dans la mesure où non seulement elle est privilégiée pour les câbles qui vont vers l'Afrique et vers le Proche-Orient, vers l'Asie, mais aussi vers la Grande-Bretagne et bien sûr et vers les États-Unis, outre-Atlantique. Et puis il y a tous les territoires du Pacifique Sud, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, ainsi de suite. Donc c'est extrêmement intéressant pour les services français de pouvoir, c'est le cas échéant, n'est-ce pas, d'y regarder. Donc c'est là qu'on voit qu'il y a quand même des vulnérabilités à l'échelle globale. Maintenant, il existe également des risques systémiques à l'échelle nationale. Nous sommes en situation de cyberguerre lorsqu'un État ou alors ses affiliés, qu'on appelle souvent les hackers patriotiques, comme en Russie, en Chine, en Israël et ailleurs, qui travaillent en étroite collaboration avec l'armée, en coordination, en concertation avec l'armée nationale, attaquent ou se défendent d'une attaque cybernétique par software contre un autre État, ou alors lorsqu'on a affaire à un groupe terroriste. L'État islamique, Al-Qaïda, il suffit d'une dizaine d'informaticiens très bien informés qui peuvent faire très très mal. J'espère que les autorités politiques ont pris la mesure de la possible menace, en l'occurrence. Alors, dans ce contexte, je voulais d'abord vous parler d'une grande vulnérabilité qui consiste à la quasi-impossibilité de distinguer les cibles militaires et les cibles civiles. En effet, la plupart des réseaux militaires s'appuient sur les infrastructures informatiques civiles, en partie commerciales, comme les câbles sous-marins que je viens de mentionner, mais aussi les satellites, les routeurs, etc. Inversement, les véhicules civils, la navigation maritime et le contrôle du trafic aérien sont de plus en plus équipés de systèmes de navigation basés sur les satellites, par exemple GPS, le système GPS, Global Positioning System, qui sont également utilisés par les militaires. Il est donc aujourd'hui extrêmement difficile de faire la distinction entre une infrastructure informatique purement civile et une infrastructure informatique purement militaire. Cela remet sérieusement en cause le principe omniprésent dans le droit international public, notamment, de la distinction entre cibles militaires et cibles civiles, entre armée et population civile. L'interconnectivité signifie que l'impact d'une attaque sur une cible militaire ne doit pas être limité à cette cible. En fait, une cyberattaque peut affecter divers autres systèmes, y compris des infrastructures et les réseaux civils, par exemple en répandant des logiciels malveillants, des virus, des vers informatiques, etc., s'ils sont devenus ou s'ils deviennent incontrôlables. L'impact sociétal s'avère être potentiellement énorme et cela pose la question éthique et juridique de savoir comment, dans la pratique, différencier lorsque, par exemple, une cyberarmée contre-attaque un autre État. Jusqu'où peut-on aller? Ces questions doivent être débattues. Je pense que c'est un débat moral de grande ampleur qui s'ouvre là. À l'inverse, nous avons la cyberguerre dite sub rosa, sous les roses. Un bouquet de fleurs de roses que j'offre à toutes les femmes présentes dans la salle, virtuellement bien entendu. Qu'est-ce que c'est la guerre sub rosa? La guerre sub rosa, c'est qu'une guerre dont la population ignore l'existence. Peut-être en ce moment même, il existe un cyberconflit et nous ne savons rien. Alors ça peut exister parce que l'État attaquant, par exemple, ne souhaite pas rendre public vis-à-vis de l'opinion publique internationale l'existence de cette attaque. L'État attaqué non plus parce qu'il est humilié, c'est la défaite. Il ne souhaite pas rendre public vis-à-vis de sa propre population le fait qu'il a subi une attaque et ne pouvait pas la contrecarrer. Peut-être les deux n'ont aucun intérêt à rendre public vis-à-vis de leur propre population l'existence d'un cyberconflit. Lorsque cela touche par exemple les infrastructures, c'est un point sur lequel je vais encore revenir. Donc là, il y a un grand problème de légitimité du point de vue, disons, de l'éthique libérale de la démocratie et de l'état de droit. C'est que, est-ce que les autorités, en situation de
de démocratie, bien entendu, je ne parle pas des régimes autoritaires, est-ce qu'un État libéral, de démocratie libérale, est-il obligé de rendre publique l'existence d'un cyberconflit, par exemple, lorsque ce conflit peut provoquer une certaine panique dans la population? Je pose la question, je n'ai pas de réponse non plus. C'est, je pense, un sujet à débattre. Ensuite, deuxième vulnérabilité risque systémique, c'est l'Internet des objets, the Internet of Things. L'infrastructure civile physique devient de plus en plus dépendante des systèmes informatiques, ce qui la rend très vulnérable aux attaques contre les réseaux informatiques. En particulier, un certain nombre d'installations critiques, telles que les centrales électriques, les centrales nucléaires, les barrages, en Valais ou ailleurs, les systèmes de traitement et de distribution de l'eau, les raffineries de pétrole, les gazoducs, les oléoducs, les systèmes bancaires, y compris les distributeurs automatiques de billets, les systèmes des bourses dans le monde financier et le reste du monde financier, les systèmes hospitaliers, les hôpitaux sont connectés en permanence, les chemins de fer et le contrôle aérien dépendent entièrement des technologies de l'information et sont souvent connectés à Internet. Ces systèmes qui forment le lien entre le monde numérique et le monde physique s'avèrent extrêmement sensibles aux influences extérieures de pratiquement tous les agresseurs potentiels. Ce qu'on appelle donc l'Internet des objets, c'est-à-dire tous les objets qui sont directement connectés à Internet. En mai 2009, déjà, le président américain à l'époque, Barack Obama, a annoncé, je le cite, « Des intrus cybernétiques ont pénétré dans notre réseau électrique. Dans d'autres pays, les cyberattaques ont plongé des villes entières dans l'obscurité. » Fin de citation. De qui parlait-il? Il parlait du Brésil. Les journalistes ont découvert qu'il y a eu effectivement des blackouts, c'est-à-dire des coupures d'électricité pendant des nuits entières à Rio de Janeiro, dans l'État de Rio de Janeiro et de l'État d'Espírito Santo, en 2005 et 2007, et que ce sont les Américains qui ont découvert que ces blackouts étaient provoqués par des attaques cybernétiques. Et puis, justement, il y a 3 ans, l'exemple de l'Ukraine. En Ukraine, la Russie a attaqué en Ukraine le système de distribution de l'électricité, avec succès. Alors, coupure d'électricité sur une longue période, vous voyez à peu près ce que ça peut donner. Ce n'est pas uniquement votre frigo et votre congélateur qui subissent les conséquences. C'est tous les systèmes financiers, c'est l'ensemble de la communication qui dépendent, n'est-ce pas, de l'électricité, tout simplement. Donc les stratèges de la sécurité nationale doivent aujourd'hui admettre que l'électricité ne peut être remplacée et que toutes les autres infrastructures, y compris les réseaux informatiques, en dépendent. Et cet été, les États-Unis, l'administration américaine, a rendu public des attaques de grande ampleur contre les systèmes électriques de distribution de l'électricité et contre les centrales électriques aux États-Unis. Cet été, donc il y a 2 mois, il y a 3 mois. La manipulation des systèmes de gestion des réseaux électriques est donc probablement la plus grande menace civile actuelle. En outre, les systèmes de distribution de l'eau peuvent être affectés. On a trouvé des virus dormants chinois dans le système de distribution de l'eau aux États-Unis. Un virus dormant, c'est qu'il a été placé là par la Chine et il n'attend qu'à être activé. Et en cas d'activation, il perturbe la distribution de l'eau potable. Alors vous imaginez les conséquences sociétales sur l'ensemble de la société. Il y a aussi les systèmes de distribution d'argent, de biens, toute la chaîne d'approvisionnement, d'énergie. Tout ça dépend de l'informatique à chaque phase, tout comme les services de transport maritime, par exemple, de santé, les systèmes financiers. On ne peut exclure la possibilité de scénarios catastrophiques tels que la collision d'avions, lorsque peut-être un État malveillant prend le contrôle du système de gestion du trafic aérien, le contrôleur du ciel.
On ne peut exclure des rejets de radiation provenant de centrales nucléaires attaquées. Ils ne sont pas connectés à Internet, heureusement. Mais je vais vous montrer dans un instant que ce n'est pas nécessaire pour être attaqué. Ou alors de produits chimiques toxiques provenant d'usines chimiques. Et la perturbation d'infrastructures et des services vitaux tels que les réseaux électriques ou hydrauliques. Et puis, l'Internet des objets porte aussi une dimension militaire plus précise. En 2010, le verre informatique Stuxnet, de fabrication américano-israélienne, a réalisé ce que toutes les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies n'avaient pas réussi à réaliser. Interrompre la construction d'une bombe nucléaire par l'Iran. Un demi-mégaoctet de code informatique a remplacé les éventuelles frappes aériennes de Tsahal. Stuxnet a été beaucoup plus efficace que n'importe quelle attaque militaire conventionnelle, et cela sans connexion, bien entendu, des installations nucléaires d'enrichissement de l'uranium par cascade de centrifugeuses de l'uranium. Ça s'est fait tout simplement par transmission de clés USB. Parce que le logiciel qui commande les installations nucléaires iraniennes, c'est un logiciel Siemens, de la firme Siemens. Et je ne sais qui a introduit, simplement lors d'une mise à jour probablement du système, par clé USB le virus dans le système iranien, qui a fait d'abord une cartographie du système, qui a voyagé de nouveau vers l'extérieur. On a programmé pour ensuite totalement dérégler le système d'enrichissement des cascades de centrifugeuses. Et les Iraniens, au départ, n'y ont rien compris. Ils ont viré leurs propres ingénieurs parce qu'ils estimaient qu'ils étaient incompétents. Et c'est seulement lorsque le virus a pu s'échapper vers d'autres installations nucléaires en dehors de l'Iran, notamment vers l'Inde et vers l'Indonésie, qu'une firme de cybersécurité a découvert qu'il y avait un problème, un virus. Et là, c'était terminé. Donc c'est pour vous montrer, on n'a pas forcément besoin d'être connecté à Internet pour introduire un virus. Ça peut se faire par d'autres moyens, bien entendu. Donc les forces militaires ne font pas exception. L'informatique est utilisée pour la gestion des forces armées, par exemple pour le commandement et le contrôle de la logistique. Il est déjà concevable aujourd'hui qu'un État étranger puisse contrôler en tout ou en partie l'infrastructure informatique de l'armée adverse. Il prend contrôle de l'armée adverse et manipuler cette infrastructure informatique de l'État ennemi, de sorte que ces armes, les armes de l'autre, comme par exemple des missiles nucléaires peut-être, ou d'autres missiles, soient tirés contre leur propre population. On n'a pas peut-être à l'avenir plus besoin de détenir soi-même des armes nucléaires pour faire en sorte que des tirs nucléaires se déclenchent. Alors bien sûr, il y a 1000 garde-fous, bien entendu. C'est les sous-marins nucléaires français qui sont dotés de l'arme nucléaire. Il y a 1000 garde-fous. Pareil pour les armes nucléaires qui se trouvent sur la base d'Istres, près de Marseille. Il y a des garde-fous. Mais le risque zéro n'existe pas. On l'a vu en Iran. Donc, bien sûr, actuellement, ce n'est qu'à l'état de planification. Les différentes armées y travaillent, bien entendu, et essayent de se protéger. Le problème, c'est que la situation favorise l'attaquant au détriment du défenseur. N'est-ce pas, dans la guerre traditionnelle, vous avez l'avantage, si vous êtes attaqué, d'être sur votre territoire, donc pour le ravitaillement, pour le moral des troupes, etc. C'est infiniment avantageux. Pas dans la cyberguerre. L'attaquant a un net avantage, d'autant plus qu'il peut rester anonyme. Et donc cela pose aussi le problème que depuis les années 1990, depuis la révolution dans les affaires militaires, la Revolution in Military Affairs, l'ensemble des forces cinétiques, donc la guerre navale, guerre terrestre, guerre aérienne, etc., spatiale, sont irriguées par les systèmes informatiques. Alors pour l'instant, je ne vais pas trop insister là-dessus parce qu'il me manque le temps. Un oligopole domine militairement les cyberconflits à l'échelle mondiale. Ce sont bien sûr en tout premier lieu très loin devant les États-Unis. Puis il y a la Chine, la Russie, Israël, ça c'est l'oligopole si vous voulez.
puissances les plus performantes. La France, j'étais il y a quelques années à un congrès à Denver, où il y avait des généraux de l'armée américaine qui reconnaissent que la France est probablement la 5e puissance pour l'instant, mais ça peut changer très vite. Parce qu'il suffit de relativement peu d'investissement, c'est une guerre très bon marché. Il faut surtout de la compétence, et cet oligopole peut peut-être être bousculé dans un avenir plus ou moins proche. Donc, voilà, Stuxnet, je n'ai pas parlé du virus Flame. Alors, c'est un virus qui, dès qu'il est découvert, il s'autodétruit. Bon. Ensuite, voilà, peut-être une bombe nucléaire qui serait déclenchée par attaque informatique. Alors, quelques conclusions. Alors, premièrement, la centralisation physique du hardware, notamment pour le web, à l'échelle globale, présente un risque très faible, mais pas zéro. Alors que, c'est inversement proportionnel, si jamais une telle attaque était menée avec succès contre les serveurs racines, contre les câbles sous-marins, l'impact sociétal à l'échelle globale serait absolument énorme. Deuxièmement, l'impossibilité de clairement différencier les sphères civiles et militaires nous place devant le défi de repenser en profondeur les enjeux éthiques et juridiques de la guerre, en rupture avec tout le droit de la guerre, tout le droit international public qu'on a élaboré sur les décennies. C'est un grand défi. L'ONU y travaille, d'autres instances y travaillent, mais l'évolution technologique avance très très vite. Troisièmement, l'Internet des objets présente le risque sociétal et militaire de loin le plus important. L'actuelle idéologie qui présente la cyberguerre comme étant une guerre zéro mort sera prochainement caduque, sans aucun doute. Pour l'instant, il n'y a pas eu de mort par cyberattaque, mais je peux vous le promettre, il y aura des morts. Peut-être un jour, il y aura beaucoup de morts. Et le mot-clé ici, c'est anticipation. Il faut tenter d'anticiper les choses, il faut surveiller, hein, il faut garder un œil sur certains réseaux terroristes, je pense. Quatrièmement, vu la rapide montée en puissance des cyberdéfenses et des cyberforces militaires, on peut déjà se poser la question de savoir si un ordre cybernétique mondial va succéder à l'actuel ordre nucléaire mondial, en vigueur depuis 1945. Peut-être trouvons-nous actuellement à la veille d'une redistribution des cartes grâce à la digitalisation. Les États-Unis ont déjà pris la mesure. Depuis 2010, il y a un commandement spécifique avec 20 000 soldats informaticiens de Cyberforce, et puis une National Cyber Range, c'est-à-dire un Internet parallèle où on teste les virus, les vers, etc. Donc c'est pour 30 milliards d'euros. Ils ont construit un Internet parallèle qui est coupé de tout le reste pour tester les choses. La France, depuis 2 ans, s'est dotée d'une force d'environ 3 000 combattants du digital. Et puis, bien sûr, la France est insérée dans les alliances. L'Union européenne vient de consacrer cette année 2018 2 milliards d'euros à la cyberdéfense. Et puis il y a l'OTAN qui a ouvert à Tallinn, en Estonie, précisément un centre de coordination. Et puis la Suisse n'est pas en reste, puisque le Conseil national, cette année, en mars, a accepté la création d'une organisation spécifique rattachée à l'armée, avec 150 professionnels et 600 miliciens, l'armée de milices en Suisse, c'est-à-dire recrutés dans l'informatique civile, avec aussi une formation spécifique qui n'a cependant pas rang d'école de recrues. Bref, cinquièmement, l'État, dans sa mission de protéger l'infrastructure, coopère aussi forcément beaucoup avec le civil, avec l'industrie de la cybersécurité. Là, il y a de nouvelles opportunités pour le secteur privé, notamment par captation de contrats de sous-traitance, des opportunités à suivre. Mesdames et messieurs, j'espère que ces quelques remarques très, très générales vous ont convaincus qu'il existe un revers de la médaille de la digitalisation heureuse, de l'économie augmentée, pour reprendre l'analogie judicieuse employée par M. Pallis tout à l'heure. Et je forme le vœu que les différentes tables rondes qui vont suivre intégreront
cette dimension des risques et vulnérabilités dans leur débat. Je vous remercie de votre attention.